Cette conférence vise à approfondir la compréhension des mécanismes du cyberharcèlement, les enjeux juridiques qui l'entourent et les moyens de lutte disponibles. Aujourd'hui au Mali, on connaît ce fléau qu'on appelle les vidéomans. Et cette histoire d'avoir ce qu'on appelle le kissé, mais ce n'est rien d'autre que de l'harcèlement. Il faut déjà vous en rendre compte. On s'amuse beaucoup, on parle de kissé quand on dit kissé bimbolo, tout ça là. Mais c'est quoi en fait pour vous? Les gens rigolent, mais c'est très très grave. Parce que les informations que vous avez sur cette personne, non seulement c'est des informations parfois qui ne sont pas vérifiées, et même si elles sont vérifiées, c'est des informations personnelles que vous n'avez pas à divulguer. Et si vous vous permettez de le faire, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de rentrer dans l'illégalité? Donc pour nous, le cyberharcèlement sera toutes sortes de violences que vous allez commettre de manière répétée envers une personne à travers les plateformes numériques. Les conséquences sont psychologiques. Sur le domaine social, vos proches, vous-même, vous pouvez vous terrer, vous pouvez vous cacher et tout. Mais vos proches, ils seront toujours, comme c'est des balles qu'on leur tire en mode réel, quoi. Il y a aussi les conséquences physiques. Il y a certaines victimes de ce cyberharcèlement qui peuvent sombrer dans l'alcool ou la drogue pour oublier, pour ne pas être là, pour planer. Vous avez déjà entendu parler du pôle de cybercriminalité? Tout le monde connaît Tonton Coulibaly, non? Adama Coulibaly, d'accord. Même si on ne le connaît pas, à cause de TikTok, tous les influenceurs aujourd'hui savent c'est qui. Moi, de manière prosaïque en général, quand j'explique la cybercriminalité, j'explique que c'est le pendant de ce qui se fait dans la vie de tous les jours, mis à part ce qui ne peut pas se faire sans contact physique. La première des choses, c'est que la Constitution et tous les textes réglementaires chez nous disent que l'individu dans ses biens et dans sa personne est protégé. Donc, de la manière dont vous ne pouvez pas voler, escroquer, abuser de la confiance de quelqu'un, de la même manière, vous ne pouvez pas le faire sur le cyberespace. Et donc, ce n'est pas un seul texte qui encadre, comme je le disais, ces atteintes, ou en tout cas cette atteinte qu'on pourrait faire à l'individu. Aussi bizarre et paradoxal, j'entends souvent des spécialistes du droit même dire que oui, la loi sur la cybercriminalité, elle est trop rigide, elle est trop... alors qu'en réalité, c'est des gens qui n'ont pas compris. Imaginez-vous une banque ou une institution financière qui injecte des dizaines de millions dans le développement d'un programme pour, je ne sais pas, sécuriser les données ou même les investissements de ses clients. Que quelqu'un puisse, avec un logiciel malveillant, venir prendre en otage, je ne sais pas moi, les finances ou même les informations sensibles des individus. Est-ce que une telle atteinte doit être réprimée comme si c'était quelqu'un qui avait volé un petit bonbon au coin de la rue? Donc, ceux qui disent que la cybercriminalité, les peines sont graves, c'est des gens qui pensent que la cybercriminalité se résume aux injures et à la diffamation. Ils ne comprennent pas qu'il y a derrière des investissements de centaines de millions ou en tout cas d'informations qui peuvent bousiller la vie d'un individu. Et donc, de la manière dont vous ne pouvez pas et vous ne devez pas accéder au domicile de quelqu'un sans son autorisation, de la même manière, vous ne devez pas accéder à un système informatisé de quelqu'un sans son autorisation. Quand il y a des piratages, par exemple, monsieur le procureur en a parlé, ceux qui vont pirater les comptes pour avoir des données personnelles, on sait qu'ils ont une certaine expertise dans le domaine. Si au lieu de les sanctionner, vous ne pouvez pas les utiliser. Quelle différence existe-t-il entre l'harcèlement en ligne et l'harcèlement traditionnel? Est-ce que vous avez pris des dispositions contre ou des sanctions contre les gens sur les réseaux sociaux qui sont en dehors du pays ou les fantômes, les gens qui se cachent derrière les pages pour insulter les gens? Généralement, si c'est des binationaux, les pays ont pour principe de ne pas extrader leurs nationaux. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je l'ai dit, c'est de savoir est-ce que le principe de la double incrimination met au-delà des accords et traités internationaux. On a parfois ce qu'on appelle des conventions bilatérales entre pays en termes d'assistance et autre chose. Mais au-delà, il y a ce qu'on appelle Interpol, il y a la coopération policière internationale qui permet pour un procureur malien, un juge d'instruction malien d'émettre un mandat d'arrêt par exemple. Nous avons eu l'opportunité de participer à une conférence sur la cybercriminalité, plus précisément sur le cyberharcèlement, avec notre conférencière, Madame Gisèle Flanda, qui est chef de division au sein de l'école de maintien de la paix, et avec le procureur de la République du pôle anti-cybercriminalité,
M. Adama Koulibaly, qui nous a aussi fait l'honneur de participer à Stop au harcèlement sur les réseaux sociaux.